Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais en ce moment, on entend énormément d'analystes et de professionnels de la finance qui nous expliquent pourquoi le S&P 500 ou pourquoi les marchés financiers de manière générale seraient surévalués ou potentiellement en bulle. Et tu vas voir qu'il y a pas mal d'informations intéressantes qu'on est capable de retirer de tout ça. Moi, tu le sais, j'aime bien aller au fond des choses, j'aime bien analyser les choses et je vais te présenter mon avis là-dessus en prenant des données d'analyse avec des informations qui sont vraiment concrètes, qu'on sera capable d'analyser de notre côté et qui vont nous permettre de nous ouvrir l'esprit et de se rendre compte si finalement, en effet, aujourd'hui, le S&P 500 et les marchés financiers de manière générale peuvent être considérés comme étant surévalués et qu'il faudrait potentiellement les éviter, ou alors si c'est un peu du bullshit et si finalement c'est toujours intéressant de placer son capital dessus. Tu le sais sans doute, mais pour pouvoir analyser finalement un marché boursier et savoir si ce marché va être surévalué, sous-évalué ou équilibrement évalué, il y a une donnée qu'on est capable d'analyser qui s'appelle le CAP, donc ça veut dire Cyclically Adjusted Price to Earning Ratio, et il faut savoir que cette donnée, cette métrique, elle a été développée par un économiste reconnu qui s'appelle Robert Shiller et qui l'a popularisé justement pendant la bulle Internet, lorsqu'il a soutenu, et à juste titre à l'époque, que les actions étaient fortement surévaluées. Pour cette raison, on l'appelle aussi le Shiller PE, que tu pourras retrouver sur Internet. Donc en fait, c'est une dérivée, c'est un produit dérivé du Price Earning Ratio que je t'ai déjà présenté à plusieurs reprises, donc le ratio entre le cours de l'action sur les bénéfices de l'entreprise. Donc là, ça va être quelque chose de dérivé de ça, et donc il l'a appelé le Shiller PE, que tu pourras retrouver tout simplement sur Internet. Donc il se calcule en divisant la capitalisation boursière par la moyenne du résultat net sur les 10 années précédentes, ajusté bien évidemment avec l'inflation. Cela nous évite d'avoir des faux signaux en tendance baissière, comme on peut l'avoir par exemple avec le PER, mais ça j'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Si tu regardes en général sur Internet, tu retrouveras que cette donnée, donc le ratio de CAP, c'est souvent appliqué au S&P 500, mais ça peut être utilisé en fait sur n'importe quel type d'indice boursier, ça fonctionne très très bien. Donc lorsque le ratio de CAP est élevé et que d'autres méthodes d'évaluation aussi sont élevées, parce que c'est pas la seule et unique façon de pouvoir analyser éventuellement si un marché est surévalué, sous-évalué, etc., etc. Il y a toujours des avantages, des inconvénients à utiliser une méthode, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Il faut faire attention à la manière dont on va interpréter les données, et que c'est pas parce que on va trouver par exemple que le ratio de CAP va être élevé sur un marché particulier, que ça veut forcément dire qu'on est en bulle. Il faut toujours croiser les informations, et plus on va utiliser des méthodes d'évaluation différentes, plus ça va nous donner une vision objective sur un sujet particulier. Et donc c'est ce que je t'ai mis à l'écran, lorsque le ratio de CAP est élevé et que d'autres méthodes d'évaluation sont élevées, ce n'est généralement pas une mauvaise idée de réduire notre exposition par exemple aux actions ou d'investir ailleurs, où les marchés seront éventuellement moins chers et plus intéressants. Donc là, je t'ai mis un graphique que tu pourras retrouver sur Internet qui représente le S&P 500 par rapport à ce ratio de CAP. Et c'est vrai que si on regarde le ratio de CAP du S&P 500 depuis les années 1920, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux significativement importants par rapport au ratio de CAP historique qu'on peut retrouver sur le S&P 500. Et donc Robert Shiller a démontré, à l'aide de 130 ans de données rétrospectives, que les rendements du S&P 500 au cours des 20 prochaines années sont fortement inversement corrélés avec le ratio de CAP à un moment donné. Ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que le ratio de CAP du marché est élevé, ça signifie que les actions sont surévaluées et que les rendements au cours des 20 prochaines années seront probablement plus faibles, voire même médiocres. En revanche, à chaque fois que le ratio est faible, ça signifie que les actions sont sous-évaluées et que le rendement au cours des 20 prochaines années seront probablement meilleure et plus intéressante. Je parle toujours en termes de statistiques et de probabilités parce qu'à chaque fois, il n'y a aucune garantie. On n'est pas capable de vérifier ce qui va se passer à l'avenir et on regarde toujours historiquement ce qui s'est passé, mais les performances passées ne présagent rien des performances futures. Ça, je pense que tu l'as bien compris. Et donc là, je t'ai mis un graphique à l'écran. Donc, tu as la courbe en rouge qui est au final les performances du S&P 500 et tu vas avoir là, ici, le ratio de CAP au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un ratio de CAP qui va être élevé et important, s'en est suivi, tu vois, une période de latéralisation ou une période avec des performances pour le S&P 500 qui étaient clairement pas ultra intéressantes. Donc ça a été valable ici, ça a été valable justement à ce moment-là, ça a été valable à ce moment-là, et même encore en ce moment-là, après les années 2000, après la bulle Internet, forcément on était en pleine période spéculative, il y a eu une correction importante sur le S&P 500. D'ailleurs sur ces périodes, le S&P 500, il lui a fallu 12 ans entre les années 2000 et 2012 pour dépasser son précédent plus haut, et
donc historiquement parlant, on regarde et on remarque que à chaque fois qu'on a eu un ratio de cap qui était élevé, s'en est suivi une période avec des performances pas forcément ultra intéressantes. Donc c'est ce que je t'ai mis juste en dessous. Pendant les périodes où le ratio de cap du S&P 500 est devenu plutôt élevé, les rendements du cours de la décennie suivante étaient quand même moins intéressants que ce qui s'était passé historiquement parlant. Là, tu vas avoir un autre graphique qui va marquer la corrélation et la connexion qui va exister entre le ratio de cap et puis les véritables retours sur investissement en fonction des différents marchés sur les 15 prochaines années. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un cap plus élevé, ça va commencer à diminuer vraiment les chances et les probabilités que les rendements soient décents au cours des 15 prochaines années. Et ça, c'est valable sur le marché japonais, en Allemagne, sur le marché aux États-Unis, etc., etc. Donc ça, pareil, c'est toujours un élément important à avoir en tête. Et ce qu'on remarque, c'est que les seuls pays qui ont été capables de donner d'excellents rendements malgré un ratio de cap très élevé ont été le Danemark et la Suède, mais ils ont des situations économiques qui sont quand même très différentes de celles qu'on est capable de retrouver, notamment au Japon et aux États-Unis. Donc ça, pareil, il faut faire attention à la manière dont on va interpréter les données. D'ailleurs, à ce propos, il y a un article qui a été publié sur le site de Mebfaber que tu pourras retrouver sur Internet et qui avait montré, qui avait calculé que si on avait investi dans les 25% des pays les moins chers en termes de cap, avec le ratio de cap que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, on aurait dépassé très largement les performances du S&P 500 entre 1993 et 2018. Et il donne pas mal de graphiques, notamment celui-là que je te présente à l'écran, en comparant les performances de différents portefeuilles. Et il a montré que investir dans le S&P 500, ça aurait rapporté 962% de rendement entre 1993 et 2018. Par contre, si on avait investi dans les 25% des pays les moins chers sur la base des ratios de cap, on aurait eu une performance de 3052%, soit plus de 3 fois plus des performances que ce qu'on aurait pu avoir en investissant simplement sur le S&P 500 sur cette même période. Donc c'est quand même clairement significatif. Et donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, et c'est ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, notamment dans l'introduction, il y a certaines personnes aujourd'hui qui pensent que le ratio de cap explique aujourd'hui que le marché aux États-Unis reste élevé depuis les années 90. Par contre, il faut faire attention parce que c'est quand même un marché qui produit toujours des solides rendements, donc c'est toujours à mettre en adéquation avec justement le ratio de cap, mais ça pareil, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est important selon moi d'utiliser plusieurs indices, notamment celui qui va mesurer la capitalisation boursière par rapport au PIB. C'est un autre indicateur qui va permettre de vérifier si un marché est surévalué, sous-évalué ou s'il est équilibré par rapport à sa valeur fondamentale. Donc finalement, pour calculer cet indicateur, on va diviser la capitalisation boursière totale par le produit intérieur brut. Et la capitalisation boursière totale, on est capable de la retrouver sur Internet puisqu'il y a un indice qui s'appelle le Wilshire 5000 aux États-Unis qui représente justement cette capitalisation boursière totale. Je t'ai mis le graphique à l'écran. Là, on a du coup le nombre de jours depuis que cet indice est présent et on se rend compte que la capitalisation boursière du marché en général aux États-Unis n'a fait qu'augmenter. Donc là, tu as le Wilshire 500 Index Value et puis tu as l'évolution comme ça au fur et à mesure du temps. Donc on est clairement sur une tendance extrêmement haussière. Ce qu'il faut retenir avec cet indice qui va diviser la capitalisation boursière totale par le produit intérieur brut, c'est que finalement, si le cours de l'action va dépasser le PIB réel, on peut donc penser qu'on est plutôt sur un marché surévalué. Et inversement, si on n'est pas du coup dans ce cas-là. Donc là, j'ai retrouvé un graphique que je te mets à l'écran qui utilise ce ratio, donc la capitalisation totale en utilisant le Wilshire 5000 divisé par le produit intérieur brut, notamment sur le S&P 500. Et c'est vrai que on retrouve un petit peu les mêmes informations qu'on pouvait retrouver sur le ratio de cap. C'est-à-dire que historiquement parlant, on était là sur des niveaux, tu vois, sur ces niveaux-là historiques dans les années 1955. Là, même si on a eu une correction dernièrement, on est quand même sur des niveaux historiquement hauts. Et donc ça prouve encore une fois que entre le ratio de cap et puis là le ratio entre la capitalisation globale du marché divisé par le produit intérieur brut, les deux nous poussent quand même dans la même direction, c'est-à-dire qui nous laissent à penser qu'on serait potentiellement sur un marché surévalué par rapport à historiquement ce qu'on est capable d'observer sur le marché. Donc ce que je t'ai mis juste en dessous, c'est qu'il faut faire attention parce que ces deux indicateurs ne sont pas parfaits, mais ils peuvent nous permettre de prendre du recul sur le marché. Le plus important, et c'est comme ça qu'il faut que tu voies les choses, le plus important selon moi, ça reste de se diversifier et de faire attention à son allocation d'actifs, parce que quand bien même on serait sur une potentielle bulle ou sur un marché surévalué, de toute façon il faut que tu investisses quand même. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire je vais attendre, mais tu vas attendre combien de temps ?
J'ai déjà fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne que tu pourras retrouver dans la playlist bourse, où j'ai démontré avec des études académiques et des données que les plus gros perdants, c'était ceux qui restaient en cash pendant des dizaines et des dizaines d'années en espérant tomber sur la meilleure opportunité ou la prochaine crise potentielle. Et donc, en effet, il y a des risques qui sont importants. Ils seront toujours présents dans tous les cas. On n'a pas de vérité absolue et on n'est pas capable de prédire l'avenir. Donc pour moi, le meilleur moyen pour pouvoir se protéger, c'est d'avoir une allocation d'actifs qui réponde à tes exigences en termes de risque, en termes de rendement, qui soit suffisamment diversifié en termes de devises, qui soit suffisamment diversifié en termes de géographie également, que tu ne sois pas investi que au marché US, mais que tu investisses dans la plupart des pays qui existent aujourd'hui dans le monde entier, que tu investisses également dans plusieurs secteurs d'activité, sur plusieurs thématiques, etc. etc. Et c'est comme ça, selon moi, que tu arriveras à gérer correctement ton risque et que tu pourras te protéger au cas où on serait potentiellement aujourd'hui sur un marché trop surévalué par rapport à ses performances historiques. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux te former à l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers, que tu veux en savoir plus, je te mets dans la description de la vidéo mon programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.